Jovial, accessible, il attribue le succès de ses 25 ans en politique à sa grande disponibilité. Bonjour, M. Jolivet. Bonjour. En 1995, c'était l'année du référendum, le deuxième référendum au Québec. Est-ce que vous aviez le momentum? Est-ce que c'était prématuré? Au départ, non. On va dire, au départ, il ne faut pas se leurrer, on n'avait pas 40 À mon avis, là, on était vraiment partis De loin. Oui, de loin. Puis peut-être c'est chapeau de roue, mais des chapeaux de roue qui étaient pas mal usés. Mais je dois dire qu'il y a eu des événements qui ont changé toute la donne. Mais on n'avait pas le choix. Je pense que M. Parizeau, ayant vécu comme moi et comme d'autres, le référendum de 80 qui était venu un petit peu trop tard par rapport à l'ambiance de 76, s'était dit, ce fois-là, on va y aller plus vite. Et il a fait un travail extraordinaire. Mme Marois a travaillé très fort. L'arrivée de M. Bouchard et tout ça, là, ça a eu des effets là, extraordinaires au référendum de 95. Là où, à mon avis, un événement a changé une donnée pour Québec, ça a été lorsque M. Parizeau et Mme Marois sont allés dans Gatineau pour annoncer aux fonctionnaires fédéraux qu'advenant l'indépendance du Québec, ils seraient engagés automatiquement lors des transferts des groupes vers la fonction publique québécoise. Ça, à mon avis, ça a déboussolé certains fonctionnaires ici à Québec. Et c'est pour ça qu'on a un vote plus faible à Québec, à mon avis. Dans la région. Une partie de la décision. Parce qu'ils avaient vécu l'intégration des fonctionnaires fédéraux à la main-d'œuvre. Je ne sais pas si vous en souvenez, il y avait eu une intégration de certains fonctionnaires vers la main-d'œuvre québécoise. Et comme il y avait beaucoup de fonctionnaires fédéraux qui avaient une ancienneté plus forte, ils ont pris les postes. En fait, ça a déboussolé un peu certains acquis de certains fonctionnaires au Québec. Donc, ils se sont dit, si ce qu'on a vécu à la main-d'œuvre se reproduit dans tous les ministères, c'est pas sûr qu'on ait la job, puis celle qu'on voulait, puis la capacité de faire une promotion. Et ça, je pense que ça, c'est mon opinion personnelle, là. Je pense pas qu'il y a eu des grosses études sur ça, mais je peux dire que dans mon esprit, à moi, ça l'a joué. Et comment vous avez réagi au vote serré? Est-ce que vous pensiez qu'à ce moment-là, que votre rêve souverainiste, c'était fini? On était dans une salle à grand-mère, puis on regardait le vote se dérouler, puis on applaudissait à tous les fois qu'on attendait 57, 56, 57, 56. Puis quand on est arrivé à Québec, on dit oui, il y a un problème là parce qu'on n'est pas passé Montréal encore. Et là, on sentait là, que ça baissait, puis ça baissait. Et on doit dire qu'on s'est dit, oh. Puis mon épouse était plus près de ce que vous dites, de dire, c'est fini. Parlons-en plus de ça, là. Bon. Sauf que j'ai dit, non, on ne peut pas ne pas continuer à en parler. C'est pas vrai que c'est mort. L'histoire est faite de ces rebondissements-là, mais j'étais pas loin du découragement quand même. Le soir du référendum, M. Parizeau fait sa déclaration célèbre, enfin, que tout le monde se souvient, à l'effet que la défaite est attribuable en grande partie à l'argent et aux ethnies. Étiez-vous d'accord avec ça et à sa démission le lendemain? Premièrement, oui, l'argent qui a été mis dans la campagne par les fédéraux, on l'a vu après, c'était vraiment, il y avait raison. Quant aux ethnies, pour moi, venant à l'extérieur, oui. Puis je vous dis, c'était peut-être une chose qu'il fallait dire, mais c'était pas lui à le dire. C'est de même que je vois ça. Dans le fond, là, on le sentait, nous autres, chez nous. Puis c'est pas anormal, c'est pas parce que les gens nous en veulent, c'est que les gens ont vécu dans leur pays des situations plus difficiles qu'ils vivent ici, puis ils veulent pas les revivre. Puis c'est normal qu'ils soient du côté plus du pouvoir qui prône la stabilité que nous qui prônons un changement majeur. Il n'y a rien d'anormal. Donc, quand il le dit, il y a beaucoup de monde qui le pensait, mais à mon avis, c'était pas lui à le dire. Et quant à sa démission, il faut suivre son idée. Il avait dit qu'il démissionnerait s'il ne gagnait pas.
Puis, il y avait eu, entre-temps, l'arrivée de M. Bouchard, Oui. qu'on sentait là, que là, il se glissait des choses. Et moi, j'ai estimé de beaucoup l'humilité de M. Parizeau. Peu importe comment on le considère. Quand il a senti, après toute l'édition que les gens ont eue avec lui, il a laissé un peu la place à M. Bouchard, qui avait eu, vous en souvenez, la maladie. Durant la campagne, là, le Durant la rôle de campagne, négociateur en chef. C'est ça. Et quand il le fait, à mon avis, j'ai senti un acte d'humilité extrême. J'ai compris que cet homme, il pensait plus à l'avenir du pays qu'à son propre avenir à lui. Et ça, je pense que c'était d'une très grande dignité d'avoir M. Parizeau d'avoir fait ces choses. On peut lui donner tous les qualificatifs, tous les défauts qu'il y a. J'en ai, fait que je ne me mêlerai pas d'y en trouver. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que M. Parizeau, il croyait. Et moi, je me souviens toujours de ce qu'il nous avait dit dans des rencontres préliminaires qu'on avait eues dans d'autres moments donnés. C'est quand il est parti de Québec pour aller à Victoria avec M. Bourassa, vous en souvenez? En 71. Oui, il avait fait le voyage en train. Et c'est en revenant dans le train qu'il a compris qu'il devait devenir indépendant. Et c'est là qu'il est allé donner ses services à M. Lévesque. Et M. Parizeau nous compte ça comme étant ce qu'il a vécu. Et je crois que M. Parizeau est sincère, puis il veut la souveraineté politique du Québec, puis il ne veut pas la chicane avec personne. Et c'est pour ça que l'arrivée de M. Bouchard est exceptionnelle dans la façon dont ça s'est fait, à mon avis. Non seulement M. Bouchard est arrivé dans la campagne référendaire, mais après ça, c'est lui qui a succédé à M. Parizeau. Ouais. Est-ce que là, vous vous dites, bon, mais là, un autre souffle, on repart? M. Bouchard amenait une autre façon de voir les choses. Si je compare des chefs, admettons, M. Lévesque est intuitif, émotif, puis capable de saisir l'âme humaine, comme je dirais. M. Parizeau, c'est rationnel. Il voit ces choses, puis on sait où ce qui s'en va. Bien, M. Bouchard compose les deux en même temps. Il est très émotif, on le sent, hein? Mais il est capable d'être rationnel. C'est un avocat, donc une personne qui est habituée de raisonner les choses. Et c'est une personne qui, pour moi, arrive donc à un moment où on a passé proche de gagner un référendum, mais il ne sera pas dans les conditions, à mon avis, à ce moment-là, d'aller plus loin. Parce que le monde, là, sont un peu fatigués de ces éternelles discussions-là. Il voudrait qu'on passe à d'autres choses. Et c'est ce qu'il a fait. Mais en passant à d'autres choses, il est passé à d'autres choses de bien difficiles. Parce que là, on est encore dans une sorte de petite crise économique comme on avait vécu en 80. Déficit zéro, oui. C'est ça. Et là, ça arrive donc comme quelqu'un qui, dans sa rationalité, voit comment on peut régler des choses. Mise en place des garderies à $5, puis mise en place de ci, puis mise en place de ça. M. Bouchard avait cette capacité de galvaniser les gens, puis de les amener à prendre des décisions difficiles, mais de le faire correctement. Et ça, je ne l'ai pas vu comme un grand sauveur, je l'ai vu comme quelqu'un qui pouvait nous amener plus loin. Pour vous, il vous nomme à de nouvelles fonctions, leader parlementaire du gouvernement. C'est une fonction assez stratégique. Est-ce que vous avez aimé ça? Moins. Je dois dire que je vais être honnête avec moi-même puis avec les gens. J'ai accepté le poste qu'il m'avait offert, mais je pense qu'il y en avait d'autres qui étaient plus débiteurs que moi, que je pourrais dire, parce que je suis un gars qui est de conciliation. Puis comme je le disais, à un moment donné, qu'en présidence, quand tu présides, puis que tu sais qu'ils ont des choses à dire, il faut que tu laisses la chance de dire des choses. Mais être capable de répliquer comme des bons leaders le font, je n'avais pas cette capacité-là finalement, je m'en suis aperçu. Monsieur Bouchard aussi. Alors, c'est à ce moment-là qu'après la session qu'on a vécue ensemble, il m'a nommé à un poste différent, qui était ministre des Régions. Et je pense qu'il a eu la capacité, et moi, la décision de le prendre aussi, de changer de poste et de le laisser à quelqu'un d'autre qui était, vous le connaissez, mon ami Brassard, plus débiteur que moi. Mais c'est pas une job que j'ai haï. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai moins aimé. Là où j'ai été, disons, beaucoup valorisé, c'est lorsque tu es nommé ministre. Comme ministre des Régions, grosse importance, parce que là, on était en train de faire la décision des fusions des municipalités à cette époque-là. Puis le rural, il ne veut pas être laissé de côté.
et pondre une politique sur la ruralité avec une adjointe, Mme Doyer, qui était un bac en aménagement comme Était adjointe député de de Matapédia. Matapédia. Ça a été extraordinaire pour moi de travailler avec une personne qui en connaissait encore plus que moi, mais qui pouvait me donner les moyens d'aller plus loin. Donc, la politique qu'on a déposée, bien, j'ai quitté avant qu'elle soit officielle. Et c'est M. Barry, Gilles Barry, qui l'a continué. Avant de parler de votre sortie, Ouais. vous avez quand même demandé un 6e mandat en 98, affirmant encore une fois que c'était votre dernier. Ah, là, c'était différent. Là, c'est vraiment différent. C'est que 98, j'ai encore redemandé à Michel Champagne de venir. Michel, finalement, a encore refusé. Et là, j'étais dit, là, je suis assez, là, je ne demanderai plus. Et là, M. Bouchard voulait absolument garder le pouvoir pour continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Donc, il me demande de continuer et j'accepte de continuer. Mais là, vous savez, quand on a pris l'engrenage d'additionner un mandat par-dessus un mandat, c'est pas la question difficile de partir, c'est de savoir à quel moment partir. Donc, quand je suis arrivé en 98, c'était quelque chose de bien spécial de dire ça, c'est mon dernier mandat. Parce que là, tous ceux qui veulent avoir ton poste le reluquent, hein? Mm. Pas nécessairement juste comme député, mais comme ministre ou comme ci, comme ça. Mais j'ai pris cette chance-là. Et ça a été pris de façon délibérée. Et là, les gens sentaient bien ça, sauf que Nicole a eu un problème de santé, un cancer de sein. Et au moment où j'étais ministre, j'étais souvent en réunion un peu partout. Elle est venue à Mont-Laurier, ici à Québec. Elle suivait ses traitements de radiothérapie ici, à l'Hôtel-Dieu. Et là est arrivée ma décision. Je dis à Nicole, je te promets là, que c'est mon dernier mandat. Et là, on va profiter, toi et moi, de ce qu'on peut profiter, compte tenu de nos états de santé. Et là, on est allé à Hampton Beach, puis de là, après ça, Wildwood. Puis après ça, on est revenu. Puis en revenant au lac Georges, il faisait beau cette journée-là, un beau soleil. On décide, à l'heure du souper, de prendre le dernier bateau qui fait la navette pour visiter le lac Champlain. Puis sur le bateau, j'ai appelé notre fille. Puis là, j'ai annoncé que ce que je venais de dire à sa mère, c'est que je quittais la politique. Elle a regardé ça sur son répondeur pendant des semaines, tellement elle était contente de ce message-là. Alors, arrive le mois de décembre 2000, 23 décembre. On a eu un conseil des ministres avant de partir en vacances. M. Bouchard est tout seul à son siège parce que les gens sont sortis. Je me suis approché de lui, j'ai dit, puis là, je l'appelais Lucien parce que je l'avais connu tellement. J'ai dit, Lucien, j'ai quelque chose d'important à te dire. Au mois de juin prochain, tu vas avoir un conseil des ministres à faire pour l'élection qui va venir bientôt. Alors, je te donne la chance de me remplacer parce que je quitte à la fois mon poste de ministre et mon poste de député au moment où tu déclenches le processus de changement de ton cabinet. Il m'a dit merci beaucoup. Je te remercie beaucoup, Jean-Pierre, de ce que tu fais. Là, j'ai expliqué les circonstances dans lesquelles j'étais placé. C'était une décision mûrie, réfléchie. J'aurais pu finir mon terme, mais j'ai décidé de ne pas le faire pour lui permettre de faire les changements qui s'imposaient. Mais ce que je ne savais pas, c'est que lui-ci est en processus de décision de partir. Et quand au mois de janvier, j'apprends qu'il part, là, je suis un peu déboussolé. Parce que moi, j'ai dit tout ce que j'ai fait avec lui, il faut que je le fasse avec d'autres. Ce qui est arrivé. Pauline Marois s'est présentée, Bernard Landry s'est présenté. Ils m'ont appelé toutes les deux. Puis là, j'ai dit des choses à chacun selon ce que je vivais à ce moment-là. Mais j'ai dit, ce que je dois vous dire, c'est que je n'ai pas l'intention d'être dans le cabinet que vous allez former. Donc, au moment où vous allez former, je démissionne. Peu importe ce que les gens ont dit après, je n'avais pas dessus. Non, c'était pas ça. C'était vraiment une décision personnelle basée sur ce que ma femme avait vécu, ce que j'avais vécu, et qui me permettait de profiter un peu de la vie. Vous avez connu plusieurs chefs durant votre carrière politique, en commençant par M. Lévesque. Quel genre de relation vous aviez avec l'un et l'autre? M. Lévesque, là, c'était un homme qui, avant d'être premier ministre, était beaucoup plus disponible qu'il l'était après, ce qui était normal aussi. Et moi, je n'ai jamais eu de difficulté. Il y avait un conseil à me demander, il me le demandait. J'avais quelque chose à lui dire, je lui disais. Donc, M. Lévesque a toujours été accessible. M. Parizeau est un petit peu moins accessible. Mais quand il parlait, tu savais que c'est à toi qui parlais. J'ai une photo, d'ailleurs, que j'avais prise à un moment donné, quand j'étais à l'OUIP à ce moment-là, puis il y a quelque chose à me dire.
la bâtisse qu'ils avaient eue par la Chambre de commerce pour mettre la maison du premier ministre là, sur la rue des Braves. Des Braves, c'est ça, ce qu'on a appelé, pour s'amuser, les Lisettes. Mais pour simplement dire qu'à ce moment-là, la photo l'indique bien correctement. Jean-Pierre, puis lui, là, on se parle des yeux dans les yeux. Et il prenait le temps de te parler. C'est un gentleman. Et toutes les fois que j'ai eu affaire à lui, ça a toujours été dans des conditions où là, on savait qu'il n'était pas préoccupé par d'autres choses. Il était préoccupé de ce qu'il avait à te dire ou ce que toi, tu avais à lui dire. Donc, c'est mon rationnel dont je parlais tout à l'heure. Quant à M. Bouchard, son équipe autour de lui, ça bourdonnait pas mal et il montait la pression d'une certaine façon. Donc, il était la partie émotive dont j'ai parlé et la partie rationnelle. Donc, M. Bouchard, à mon avis, a en lui les deux capacités de et l'évêque et M. Parizeau. Puis, tant à Pierre-Marc Johnson, on l'a tellement peu vu comme chef. Pierre-Marc, ça a été assez court. Oui, mais Pierre-Marc avait quand même cette possibilité-là qu'on avait de l'approcher et de venir le rencontrer quand on a besoin. Et quand tu nous appelais pour jaser avec nous et on allait prendre un repas ensemble, on jasait de choses importantes. Là, à ce moment-là, on était capable de lui dire à lui tout seul si on était d'accord ou pas d'accord. Il acceptait ça, par exemple, Pierre-Marc. Mais sur la question primordiale de la vie du PQ, ça n'a pas été un succès. Quant à Bernard, bien, je ne l'ai pas connu comme chef, mais comme militant, par exemple, je l'ai connu. Et c'est un homme qui était disponible pour les militants. Tu avais besoin de lui dans une assemblée, tu peux être sûr qu'il était là. Il acceptait de venir, puis les gens disaient, c'est lui qu'on veut. C'était immanquable, on l'avait. Et Bernard, il était un peu prime-sautier, par exemple. C'est un peu sa partie de défaut qui fait qu'il a pris une décision, à mon avis, un peu prématurée. Il aurait dû, à mon avis, rester à la chefferie, mais c'est pas ça qui s'est passé. Et on a connu la suite des événements. Lui-même le regrettait de ne pas l'avoir fait, dans le fond. Quand M. Bouchard vous a nommé ministre des Régions, c'était dans le contexte aussi de la grande rivalité entre la ruralité et les grands centres, les fusions municipales, tout ce contexte. Est-ce que vous aviez l'impression d'entrer dans une tour de Babel? C'était pas facile. Vous savez que mon ami Louis Harel, on s'estime beaucoup, puis Louis Harel, dans bien des dossiers, disait toujours, quand Jean-Pierre, il y a un petit dossier, on sait où ce qu'il va. Puis elle dit, il sait comment le vendre. Puis elle m'a toujours donné satisfaction à des demandes que je faisais, en autant qu'on les discutait. Puis peut-être je changeais un petit peu de ce que je voulais, mais au bout de la course, on avait l'essentiel de ce que j'avais demandé. Et elle m'a beaucoup aidé, Louise. Mais comme ministre des fusions, comme des gens l'ont appelé, des municipalités, elle défendait son territoire. C'était correct comme ça. Puis moi, je défendais le mien. Mais on s'est très bien entendu. Contrairement à ce que les gens pensent, là, mais je dois dire que la ruralité, les gens ont raison de revendiquer. Le président de l'Association de l'Association des régions du Québec tient également à saluer les initiatives supportant des stratégies spéciales d'aide au développement dans certaines régions telles Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, Abitibi-Témiscamingue, les autres régions minières, l'agglomération Sorel-Tracy, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, un autre, solidarité rurale, puisque la députée en a fait mention de M. Jacques Proulx. Et je cite, « Hier, le ministre des Finances, Bernard Landry, a mis l'épaule à la roue du développement rural du Québec en annonçant la reconduction pour une période de 5 ans des programmes d'agents ruraux, de soutien aux produits du terroir, ainsi que du financement de l'organisme Solidarité rurale. » Fin de la citation. Donc, nous avons donné plus d'outils, plus de moyens aux régions. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est aller plus loin pour que toutes les régions profitent au même rythme, comme le disait mon collègue de l'Abitibi-Ouest, de la croissance économique que connaît le Québec. Et c'est le défi que nous avons décidé de relever et que nous allons relever. On n'aurait pas connu le JAL, qui est la réunion de différentes municipalités qui avait été fermée dans le Bas-Saint-Laurent avec l'organisation du Bureau québécois de l'aménagement de l'Est du Québec, le BAEQ, comme on l'appelait dans le temps. Ces gens-là ont résisté, puis aujourd'hui, ils fonctionnent. Mais il reste quand même que s'ils n'avaient pas résisté, ils seraient fermés comme toutes les autres municipalités qui ont été fermées en Gaspésie. Vous avez souvent parlé de votre carrière de syndicaliste, de politicien, mais avant tout ça, vous étiez enseignant. Est-ce que ça vous a manqué un jour ou l'autre?
Non, ça n'a jamais manqué. Au contraire, ça m'a aidé. Parce que comme enseignant, on est pédagogue. Puis pour expliquer des choses à des gens. Donc, moi, comme député, j'ai toujours considéré mon travail comme étant un travail de pédagogue. Si je veux convaincre quelqu'un de mon idée, il faut que je sois capable de l'expliquer. Si je ne peux pas l'expliquer, ça ne sert à rien. Donc, la pédagogie nous amène à connaître la psychologie des gens, puis à être capable de pouvoir leur donner des choses intéressantes. Alors, je dois dire que ça m'a aidé. Les gens de votre entourage ont beaucoup apprécié votre bonne humeur, votre entrain. Vous racontez souvent des histoires, faites des jeux de mots, des calembours, etc. Est-ce que vous vous êtes servi de cet atout-là en politique? Oui, oui. Au niveau des gens, quand je faisais la tournée de l'âge d'or, bien, je dois dire qu'en 1976, c'était bien spécial. On est rendu au pouvoir, là, les gens, ils ont me le testé. Parce que j'avais fait mon slogan « Présent et disponible ». Et en étant présent et disponible, il fallait le prouver. Donc, les premiers soirs après l'élection de 1976, samedi soir, souper dans un club d'optimistes, admettons, souper, soirée à l'âge d'or. Même chose le lendemain, le dimanche. Fait que ma femme et moi, on envoie du monde. Fait que là, le monde, ils ont commencé à dire, avant, le député, on l'invitait, il ne venait pas. Puis c'était de notre parti, en plus. On invite celui qui n'est pas de notre parti, puis il vient. En 1976, un bon soir, j'étais à genoux devant une dame âgée qui était à sa table, puis je mets ma main sur la table, puis elle commence à me flatter la main. Je dis, madame, elle dit, moi, je n'ai jamais flatté ça un député. Puis là, j'ai dit, oui, mais madame, ma femme est là, elle va être jalouse. Elle dit, j'aime ça quand même. Mais tu sais, c'était une façon de prendre présence dans le milieu, et les gens ont aimé ça. J'ai donc utilisé ça pour ça, mais je disais aux gens, je suis capable d'être sérieux quand c'est sérieux, puis je suis capable de m'amuser quand c'est le temps de m'amuser. Puis je ne viendrai jamais vous déranger dans vos soirées pour vous parler de politique. Si j'ai affaire à vous parler en politique, on les fera lors de vos rencontres, l'après-midi ou des choses de même, mais pas le soir quand vous amusez. Et j'ai utilisé beaucoup. Puis les gens étaient habitués à mes chansons, ils disaient « Hey, on veut celle-là, on veut celle-là. La petite. » Ah oui. Si vous aviez vous-même à vous décrire comme député, qu'est-ce que vous diriez? Un député proche de son monde. Un député disponible. Je me souviendrai qu'en 1967, j'avais dit que mon numéro de téléphone restait dans la numéro téléphonique. Mais imaginez-vous qu'en 2001, quand j'ai quitté, il y a eu une élection. La députée qui m'a remplacé, Mme Boulay, a fait un geste correct, à mon avis. Elle a demandé de conserver les numéros de téléphone du bureau de comté du député à son nom à elle maintenant, ce qui était une bonne idée. Mais ce faisant, les gens dans l'annuaire ont enlevé mon nom parce que j'avais le bureau puis mon nom de résidence. Fait qu'un bon jour, les gens disent « T'es bien snob, toi, Olivier. T'es plus dans l'annuaire. » Je dis « Comment ça, je suis plus dans l'annuaire? Je n'ai jamais demandé ça. » J'ai dit « Oui, c'est une erreur. » J'ai dit « On va corriger ça pour le futur. Si quelqu'un fait la même chose, alors ils ont réinscrit mon nom dans l'annuaire téléphonique. » Mais c'est simplement pour dire que ma présence, ma disponibilité auprès des gens a fait que les gens m'ont reconnu comme quelqu'un des leurs. Et quelles conclusions vous tirez de l'ensemble de votre carrière politique, là, les joies, les déceptions, les réalisations? Bien, c'est évident que la plus grande joie, là, c'est 1976. Être élu pour la première fois à l'Assemblée. Tu dis, là, Jean-Pierre Jolivet, qui avait rêvé d'être député pour promouvoir la souveraineté politique du Québec, il est rendu là où il voulait être. Ça, là, c'est indescriptible. Une fois que tu as vécu ça, bien, tu as les peines des référendums perdus, 80-95. Le référendum gagnant de Charlottetown, c'est une joie. Le fait d'être nommé ministre, c'est sûr et certain, ou d'être... Mais les déceptions, bien, les pertes du pouvoir en même temps que les référendums perdus. Et les réalisations? Réalisation, bien, ça a été au niveau des gens, la politique forestière que j'ai déposée, qui a été mise en place d'une autre façon par un libéral à l'époque. Après ça, la deuxième politique que j'ai déposée, sachant qu'elle portera fruit plus tard. Et dans le comté, bien, la réparation de la route 155, tout le monde le sait, le fait de donner des services nouveaux. Je me souviendrai toujours à la TUC, quand on a mis de l'aide aux personnes femmes qui étaient violentées. Le Conseil du statut de la femme m'avait appelé. Il m'a dit « C'est quoi cette histoire-là, une maison pour les femmes violentées à la TUC? » Eux autres, ils étaient à Montréal, eux autres. Hein?
On leur a dit, écoutez, à La Tuque, là, il y a des gens qui sont dans la communauté indienne, là, qui sont obligés de sortir de la communauté indienne. Ça a besoin d'aide, ça, là. On avait eu de l'aide avec des interprètes pour ces gens-là, les Atikamekw. On avait eu de la mise en place de cette maison pour femmes en difficulté. C'est une très belle réalisation pour moi, dans le comté de la Virette. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'histoire retienne de vous? D'un homme qui a été intègre, disponible, proche de sa population et qui l'a servi le mieux qu'il a été capable de le faire et qui a aidé le Québec à avancer au niveau forestier en particulier, mais aussi qui a amené une maturité qui, des fois, nous fait défaut, mais qui va, à mon avis, amener un jour le Québec à prendre des destinées différentes de celles qu'il a actuellement. Mais je dois dire que j'espère que les gens auront un bon souvenir de moi. Moi, j'en ai un très bon d'eux autres. Nous aussi. Merci beaucoup, M. Jolivet. Plaisir.